Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mardi 17 novembre. Notre invitée ce soir, Priscilla Wiersak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue pour enfants, des enfants qui sont malheureusement, j'ai envie de dire, confrontés depuis plusieurs jours à des images violentes avec les attentats de Paris. Est-ce qu'il faut tout leur dire à ces enfants? Alors, surtout pas, ne pas tout dire. Par contre, tenir compte de leur degré de conscience, de leur niveau de maturité pour savoir quoi dire et comment le dire surtout. On en parlera bien sûr en détail au cours de ce journal, mais tout de suite les titres qui seront développés dans notre édition. Les lycéens de Bainbridge ont déclamé des poèmes et des slams pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Seul Guadeloupéen engagé dans la mini-transat Île-de-Guadeloupe, Karl Chipotel a franchi ce matin la ligne d'arrivée en 19e position. Grande première, le premier tour de la Coupe Davis pourrait se disputer dans notre département. À la Ligue guadeloupéenne, on y croit. Le journal, Aurélie Ronze. Et en ce troisième jour de deuil national, un recueillement œcuménique est organisé en ce moment même à Petit-Bourg, où l'on va d'ailleurs retrouver Richard Scott Tamar. Oui, bonsoir Aurélie. Comme vous venez de l'annoncer, je me trouve en ce moment même sur le parvis du lycée des droits de l'homme et du citoyen à Petit-Bourg, à l'endroit même où aura lieu dans quelques minutes un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Cet hommage est organisé par la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International, un symbole fort pour montrer à quel point nous sommes tous concernés par ce drame. Les Guadeloupéens sont d'ailleurs venus en famille ce soir. Merci Richard et merci à Eric Pommier qui vous accompagne. La manifestation va se dérouler jusqu'à 21 h. Notez qu'une déviation a été mise en place pour les automobilistes sortant de Pointe-à-Bacchus. De leur côté, les élèves de Bainbridge ont décidé aujourd'hui de traduire leurs émotions sur un mur d'expression. Des slams et des poèmes avaient leur place ce matin à l'heure de la récréation. Le reportage de Richard Scott Tamar. Notre mère patrie fut touchée en plein cœur. Les élèves de Bainbridge ont décidé de s'exprimer face aux attentats qui ont touché Paris le vendredi 13 novembre. Ils ont utilisé leur récréation pour proposer à leurs camarades de classe un spectacle vivant inspiré par ces tragiques événements. Qu'on devienne un Nelson Mandela, même si ce n'est pas pour autant qu'on les oublie. C'est montrer qu'on est mature. Alors, on a pu constater que les lycéens étaient vraiment très touchés par ce qui s'est passé à Paris, étant donné que beaucoup d'entre eux ont même voulu avoir cette initiative d'eux-mêmes avant qu'on ne l'organise. Donc ça a été un événement assez émouvant pour nous tous. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'organiser et d'y apporter un peu une touche lycéenne. Les élèves ont utilisé leur créativité pour s'exprimer, là où parfois les explications des adultes et les longues conversations en classe ne suffisent pas. Ce mur d'expression en est le parfait exemple. Alors c'est une idée qui avait déjà été faite au préalable l'année dernière avec les attentats de Charlie Hebdo en janvier. Et on avait déjà eu cette idée et du coup on voit que ça se renouvelle. Donc du coup on a décidé de replacer encore de nouveau cette idée et donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai inscrit au graphe, comme on peut voir, CVL, MDL, les représentations du lycée. Et ensuite, chaque personne a rajouté des petits éléments pour montrer leur idée et ce qu'ils en pensaient en fait. Donc voilà. Rappelons que le rectorat a demandé aux communautés éducatives, sous l'autorité des chefs d'établissement et des directeurs d'école, de favoriser la mise en place d'échanges, de dialogues au sein des classes afin de répondre aux interrogations des élèves. Et avant de poursuivre avec notre invité, notez que l'état d'urgence a finalement été étendu à une partie des Outre-mer. L'information est tombée il y a quelques minutes. Sont concernés la Guadeloupe, la Guyane, Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En revanche, les territoires du Pacifique et de Saint-Pierre-et-Miquelon restent au stade de vigilance renforcée au regard de leur spécificité géographique, a précisé Georges Pau-Langevin. Rebonsoir Priscilla Wiersak. Bonsoir. Une réaction par rapport au reportage que l'on vient de voir, donc c'est ces lycéens qui ont traduit leurs émotions sur ce mur d'expression. Alors c'est une très bonne chose parce que justement quand on est face à un événement comme celui-ci, il faut éviter toute sidération, c'est-à-dire une impossibilité à pouvoir penser. Et dès que les mots sont posés sur ce type d'événement, ça veut dire qu'on est autorisé à penser, donc à communiquer et à échanger sur le sujet. Et tous les outils justement doivent être utilisés
pour permettre cet échange et l'expression de ces émotions. Donc le slam, le dessin pour les plus jeunes, les jeux, la musique, ce sont de très bons outils de communication. Justement, vous parlez des plus jeunes. À quel âge véritablement un enfant peut comprendre ce qu'il s'est passé vendredi dernier à Paris? Alors, une compréhension, je dirais, réelle, sans ajouter à l'idée de gravité, mais en tout cas savoir qu'il y a eu des événements importants, c'est plus vers l'âge de 6-7 ans. Voilà, on peut commencer réellement à expliquer de façon un petit peu plus poussée ce qui a pu se produire en modérant le propos, puisque je le disais tout à l'heure, il faut faire attention à l'âge de l'enfant, son degré de maturité, son degré de compréhension et de conscience de l'événement. Et pour les enfants qui sont beaucoup plus jeunes, donc en deçà de 6 ans, utiliser des termes simples, surtout des notions qui sont liées aux méchants, aux gentils, voilà, des petites phrases comme ça, pour leur permettre de comprendre qu'il y a eu effectivement un événement grave, qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas très gentils et que de ce fait, ça a attristé un certain nombre de personnes, mais qu'aujourd'hui, les choses s'arrangent pour que justement, ces enfants ne réagissent pas au moindre bruit, qu'il n'y ait pas de sentiment d'anxiété qui soit nourri justement par un discours qui soit trop abouti au niveau du parent. Est-ce qu'il y a des mots à éviter ? Alors, des mots à éviter, tout dépend encore de l'âge de l'enfant. Bien évidemment, tout mot utilisé doit être expliqué. Donc, il faut déjà s'assurer que l'enfant souhaite échanger en observant son comportement, en écoutant un petit peu les discussions, les mots qu'il utilise, parce que ça peut être des mots qu'il a entendus à la télévision, à l'école, avec les copains. Donc, il faut être très attentif, assez véatif à cela. Et si on a l'assurance à ce moment-là que l'enfant ressent le besoin de communiquer, on commence à ce moment-là à échanger, toujours en modérant le propos pour rassurer l'enfant et éviter une situation anxiogène. Est-ce qu'il faut leur interdire la télévision ? Alors, interdire, tout dépend de ce qui est montré et tout dépend, encore une fois, de l'âge. Donc, éviter de trop les exposer. Et si jamais l'enfant est amené à être face à une image qui peut être traumatisante, il faut que le parent s'assure le plus souvent d'être présent. Donc un enfant devant la télé de façon modérée, mais jamais seul. Alors demain, justement, à l'appel du président de région, Victorin Lurel, une marche silencieuse en mémoire aux victimes aura lieu à 16h dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est une marche pour la paix où il est demandé d'ailleurs aux Guadeloupéens de venir vêtus de blanc. Le cortège partira de l'hôtel de ville, passera par la rue Frébeau, la Darse, rue Raspail pour arriver devant le Memorial Act. Justement, de nombreux parents qui nous regardent, Priscilla Viersac, peuvent peut-être se demander, savoir s'il faut emmener leurs enfants à cette marche silencieuse demain. Vous leur dites quoi ? Il faut que cette marche ait fait sens, c'est-à-dire qu'en amont, il faut que l'enfant déjà ait émis le souhait de s'y rendre, puisque prendre un enfant comme cela et l'exposer à la marche va pousser aux questions et donc à des explications. Et là, ça peut être dangereux, je veux dire, par rapport à la manière de moduler le propos, surtout sur l'instant. Donc, il faut en amont expliquer à l'enfant s'il souhaite y aller et l'emmener à ce moment-là. Mais s'il n'y a pas d'interrogation particulière de la part de l'enfant, bon, ce n'est pas nécessaire de l'emmener à cette marche demain. Merci Priscilla Viersac d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes psychologue pour enfants. Alors notez toujours dans ce sujet donc des attentats, le député martiniquais Bruno Nestor Azero a été applaudi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a en effet rendu hommage à la nation française au nom de l'outre-mer. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Ce que je veux vous exprimer ici, quant à moi, c'est la solidarité de la nation et notamment de l'outre-mer. La France est la France parce qu'elle est présente sur tous les continents et sur tous les océans. La France est la France parce qu'elle a diffusé des mots simples et des valeurs fortes à l'humanité tout entière, la liberté, l'égalité et la fraternité. Monsieur le Premier ministre, parfois l'outre-mer réclame plus de fraternité. Aujourd'hui, cette fraternité, c'est nous qui vous l'offrons en vous soutenant dans vos efforts et votre lutte dans cette épreuve qui est la nôtre. En créole, devant les difficultés, nous avons l'habitude en Martinique de dire « c'est en la main qu'à laver l'autre », c'est-à-dire une main
ne peut se laver seul. Et pour refermer donc ce chapitre attentat, je vous rappelle que l'état d'urgence a été étendu à une partie des Outre-mer. Sont donc concernés la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors l'autre actualité du jour, eh bien, c'est l'arrivée de Karl Chipotel sur la terre ferme. Le seul Guadeloupéen engagé dans la mini-transat Île-de-Guadeloupe a franchi la ligne d'arrivée ce matin. Il était 9h21. Éric Pommier a recueilli ses premiers mots. Je me suis battu tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que j'avais, malheureusement ça donne qu'une 19e, 20e place. Oui, la première étape, je n'ai pas pu exploiter en fait, comme je l'aurais voulu, en fait, un bateau que je connaissais encore relativement mal. Ça a été un peu mieux pour la deuxième étape. Mais je le disais à l'instant, l'essentiel n'est pas là. Je le disais, d'autres viendront à ma place. Et ceux-là, on aura des raisons d'être totalement fiers d'eux en matière de résultats. Il s'agissait donc de la première transatlantique pour Karl Chipotel, le Guadeloupéen qui fait désormais partie du cercle fermé des skippers. Le reportage d'Éric Pommier. Le geste est significatif. Karl Chipotel se frappe le torse en valeureux conquérant de l'Atlantique qu'il est devenu. Il vient de défier les 2270 milles nautiques de la deuxième étape, Lanzarote-Pointe-à-Pitre. La mini-transat, première participation pour le grand gaillard, s'est fait après, en solitaire, une course de 16 jours, 23 heures, 11 minutes et 30 secondes. Pour saluer cette performance qui en est une pour la Guadeloupe, sa famille, ses proches sont venus honorer Karl, que dis-je, le grand Karl. Surprise, Frédéric Denis, le grand vainqueur de cette mini-transat 2015, est venu féliciter le bonhomme car la magie de cette course, c'est cette complicité entre skippers qui se respectent. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment la spécificité de la mini-transat, on trouve rarement ça ailleurs, c'est qu'avant tout, on est une grande bande de copains. Et parce que comme il y a toutes les régates d'avant-saison, de qualification, on s'est déjà tous croisés, on a déjà tous régatés ensemble. Et même si sur l'eau on ne se fait pas de cadeaux parce qu'avant tout c'est la régate, à terre on est toujours les meilleurs amis du monde et c'est vrai que Karl c'est le symbole parce que c'est le local de l'étape. Déjà de base c'est un grand monsieur, que ce soit en taille et dans son cœur, et qui est apprécié de tous et c'était très important de venir avec lui ici et de voir le bonheur qu'il peut exprimer en posant le pied sur le ponton, c'est une très belle image. Avec cette nouvelle arrivée de Karl Chipotel ce matin, la mini-transat prend une toute autre dimension. La fête n'en est que plus belle, plus de 15 bateaux ont déjà jeté l'ancre à Pointe-à-Pitre. La famille des skippers mini-transat déjà à bon port s'agrandit. Mini-transat, île de Guadeloupe s'il vous plaît, la destination ne pouvait rêver, meilleure opportunité. Absolument, je pense que le fait d'avoir mis mini-transat île de Guadeloupe donne une valeur ajoutée à la course et bien entendu aux îles de Guadeloupe. C'est important pour nous la communication à travers ce slogan les îles de Guadeloupe et je pense que mini-transat, c'est île de Guadeloupe, ça donne une autre dimension. Frédéric Denis et les autres, et bien sûr Karl Chipotel, désormais faisant partie du cercle fermé des skippers mini-transat, et visiblement, ce ne serait que le début. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de graver dans vos mémoires que dorénavant, il y a plein de petits Karl Chipotel qui sont en gestation et qui seront présents sur toutes les transats. Et là, nous ferons parler de nous en Guadeloupe. Ils seront meilleurs que moi. Félicitations, Raoul. Et félicitations encore à lui. Un tout autre sujet à présent, on va parler des violences faites aux femmes. Mercredi prochain aura lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Aujourd'hui, un colloque avait lieu sur ce thème au Gosier. Le but, coordonner les actions pour une meilleure prise en charge en Guadeloupe. Les précisions de Muriel Barlagne. En 2014, 2300 plaintes de femmes victimes de violences ont été enregistrées en Guadeloupe. C'est 365 de plus qu'en 2013. Des chiffres qui inquiètent, mais qui montrent aussi que les victimes sont de plus en plus nombreuses à briser le silence. Elles osent sortir de la solitude en faisant appel à des professionnels soucieux d'améliorer leurs pratiques. D'où le colloque qui se tenait aujourd'hui dans un hôtel du Gosier. Une journée pour apprendre à mieux identifier les dispositifs en place et pour être plus efficace. Les acteurs impliqués dans le suivi de ces femmes sont nombreux.
On a des assistantes sociales, des centres d'accueil, d'écoute et d'hébergement qui sont portés par des associations. Les femmes doivent porter plainte, elles doivent avoir recours donc, aux dispositifs mis en place. Alors il y a un numéro vert qui est le 3919 au niveau national et au niveau local c'est le 0800 39 19 19. Donc signaler, se faire entendre et ne pas rester seul. Dans ce processus et ce cadre donc, de violence et qui touche souvent le cadre interfamilial. Pour la prise en charge des femmes victimes de violences, l'unité de médecine légale du CHU de Pointe-à-Pitre fait partie des partenaires clés. Elles y sont dirigées après avoir déposé une plainte et par le biais d'une réquisition. C'est une étape importante avant d'éventuelles procédures judiciaires. 1500 à 2000 personnes y sont reçues chaque année, dont 22% pour violences conjugales. Alors, on va faire une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elles vont bénéficier d'une prise en charge par un médecin, une infirmière, une psychologue, une assistante sociale. Au terme de cette prise en charge sera rédigé un certificat médical avec une ITT au sens pénal du terme, c'est-à-dire l'incapacité totale de travail. C'est la période pendant laquelle on ne peut pas exercer les gestes de la vie courante, ce qui est totalement différent de l'arrêt de travail, et plus ou moins un signalement en fonction en fait de notre procédure d'évaluation si on pense que la femme est en grand danger. Bien que certains facteurs favorisent les violences, toutes sortes de femmes se retrouvent victimes, quel que soit leur âge ou leur situation sociale. Le plus souvent, elles signalent des coups et blessures. Leur prise en charge et leur protection font partie des priorités du gouvernement. Et je vous rappelle ce numéro vert en Guadeloupe, le 0800 39 19 19. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Les entreprises barbadiennes vont bénéficier d'une nouvelle aide financière. Il est également question ce soir de biodiesel en Jamaïque et du plateau Jeunes Talents en Haïti. La Minute Caraïbe vous est proposée ce soir par Muriel Barlagne. Les petites et moyennes entreprises de la Barbade disposent désormais d'une autre source de financement pour élargir et consolider leurs affaires à travers l'octroi de garanties de crédit fournis par des banques commerciales et d'autres sociétés de financement. Un fonds de garantie de crédit a été signé mercredi dernier par le ministre des Finances, Christopher Sinclair, au nom du gouvernement de la Barbade et le gouverneur de la Banque centrale de l'Aïrourel. La Banque centrale sera amenée à gérer le fonds qui a été financé par un capital de 70 millions de dollars barbadiens, c'est-à-dire 35 millions de dollars US, par la Banque interaméricaine de développement et le Fonds Chine cofinancement pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Des garanties seraient prévues pour les prêts allant jusqu'à 2 millions de dollars barbadiens par projet. Toutefois, une entreprise pourrait avoir un total de prêts allant jusqu'à 6 millions de dollars barbadiens garantis en vertu du programme. Un des plus grands producteurs de biodiesel aux États-Unis, HeroBX, étudie actuellement la possibilité de développer à la Jamaïque la première usine de biodiesel de la Caraïbe. Les représentants de l'entreprise ont visité l'île à l'occasion de la Jamaica Promotions Corporation, JAMPRO, forum sur l'investissement en Jamaïque, plus tôt cette année. Ces dirigeants se sont réunis par la suite avec le gouvernement et le secteur privé ayant un intérêt sérieux pour le projet pour définir les conditions de sa mise en œuvre. L'usine serait un formidable coup de pouce en faveur du programme d'énergie renouvelable de la Jamaïque. Elle aurait par ailleurs un impact multi-industrie dans la mesure où le biodiesel utilise des huiles usées provenant du secteur de l'industrie et des matières premières végétales issues de l'industrie agricole. L'investissement serait également une source importante d'emplois et pourrait permettre au gouvernement de tirer profit de la vente à l'échelle de la Caraïbe du biodiesel produit sur l'île. La Jamaïque fonctionnerait alors comme la plaque tournante des opérations des Caraïbes de HeroBX. L'association haïtienne des professionnels de la musique et l'association belge Thalia ASBL ont lancé le projet Plateau Jeunes Talents 2015. Soutenu financièrement par Wallonie-Bruxelles International dans le cadre de la coopération Haïti-Wallonie, le projet débutera par une série d'ateliers qui se dérouleront du 17 au 21 novembre 2015 au Centre de ressources pour la musique, Kai Mizikla.
Situé dans la ligne du spectacle Haïti, un autre regard, ce projet a pour objectif de contribuer à un échange de compétences en matière de professionnalisation, de formation et de création afin d'encourager l'émergence d'une nouvelle scène musicale haïtienne. Durant 5 jours, les artistes sélectionnés bénéficieront d'ateliers en écriture, de coaching vocal, coaching musical, coaching scénique. À l'issue de cette formation, certains pourront approfondir leur formation à Bruxelles pour une durée d'1 mois. Retour en Guadeloupe et on va reparler de sport puisque notre département pourrait accueillir le premier tour de la Coupe Davis et du tennis. C'est ce que souhaite en effet le nouveau capitaine de l'équipe de France de tennis, Yannick Noah. Du 4 au 6 mars prochain, la France affronte le Canada. 3 villes, Trélazé, Albertville et Rouen se sont déjà positionnées. Mais la piste de la Guadeloupe a été largement évoquée. Les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen. Face aux frappeurs canadiens, la meilleure chance de l'équipe de France, techniquement, c'est la terre battue, et de préférence en plein air. Donc Yannick Noah a pensé à cette période, au mois de mars, ça ne pouvait être que dans un pays chaud, et donc penser aux Antilles, d'autant plus que les joueurs en sortant de cette Coupe Davis pourront tout de suite aller sur le circuit américain. En tout cas, ce serait une formidable opportunité pour la Guadeloupe, avec des retombées directes sportives, et puis aussi des retombées indirectes considérables pour l'économie de la Guadeloupe. Il faut qu'il y ait un lieu capable de recevoir entre 4 000 et 5 000 personnes. À mes yeux, ce qui serait le plus approprié, ce serait le Vélodrome. La Fédération de tennis guadeloupéenne a donc rebondi sur l'occasion pour soumettre sa candidature à la Fédération française pour l'organisation de cette Coupe Davis. Coût estimé 800 000 €. Mais ça ne serait pas un problème pour Christian Forbin. Alors nous, on n'a pratiquement pas grand-chose à faire. C'est pratiquement toute l'équipe les techniciens de la Fédération française qui sont habilités. Ils ont l'habitude de Moscou. Vous savez, quand c'est une rencontre de Coupe Davis, 3 mois après, on sait quel pays, quelle nation on va rencontrer, le lieu, etc. Il faut être très réactif dans les 2-3 mois. Donc tout est encore possible pour nous. Le bureau fédéral de la Fédération française n'a pas encore entériné sa décision. Décision repoussée par la candidature tardive de la Guadeloupe, qui est opposée à Rouen, Albertville et Trélazé. Même la Martinique et la Réunion avaient été évoquées par le capitaine Noah. Verdict, le 4 décembre prochain. On va parler de culture à présent. Muriel Barlagne nous fait découvrir ce soir l'exposition de l'artiste guadeloupéen Georges Picard, intitulée Regard. Elle se tient jusqu'à la fin du mois à la médiathèque du Lamentin. Suivez le guide. Après 30 ans d'interruption, Georges Ricard s'est remis à peindre et à créer des objets décoratifs. Il lui a fallu 2 ans de travail pour préparer l'exposition Regard, actuellement installée à la médiathèque du Lamentin. Un ensemble hétéroclite fait de lampes et de réveils où les matières se mélangent, bois, toile de jute, calebasse. Ces tableaux, il les réalise avec de la peinture à l'huile, au couteau. Ses thèmes de prédilection, la Caraïbe et son histoire. Il y a de l'Afrique, des Antilles, il y a de l'Amérindien, il y a tout ce qui s'ensuit autour de la Caraïbe. Puisque tout ce que je fais répond à la Caraïbe. Je veux plutôt décrire une peinture caribéenne. L'artiste autodidacte puise aussi dans ses lectures. Elles alimentent ses réflexions et ses créations. Son tableau Masque blanc, inspiré par Frantz Fanon, en est un exemple. On avait vraiment le masque sous le visage, mais à partir du LKP, on a retiré le masque. Mais on ne l'a pas retiré jusqu'à complètement. Il en reste encore. Il en reste, et c'est pourquoi nous avons pas mal de séquelles, des séquelles métropolitains, bien entendu, puisqu'on se croyait blanc, on se croyait mais alors qu'on était... Il faut qu'on soit caribéen, nègre, oui. L'exposition Regard est visible jusqu'au 28 novembre prochain à la médiathèque du Lamentin. Un mot à présent sur vos prévisions météo pour demain matin. Le soleil, comme vous le voyez sur cette carte, devrait être largement présent sur l'ensemble du territoire. Un temps sec avec des températures comprises entre 25 et 27 degrés.
Avant de vous laisser, je vous rappelle l'information qui est tombée juste avant le début de ce journal, à savoir l'état d'urgence qui a été finalement étendu dans une partie des Outre-mer. Sont donc concernés notre département, la Guadeloupe, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En revanche, les territoires du Pacifique et Saint-Pierre-et-Miquelon restent au stade de vigilance renforcée. On y reviendra bien sûr en détail dans nos prochaines éditions. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé avec un épisode de Joséphine Ange Gardien. Je vous donne donc rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité, bien sûr, je vous le rappelle, qui continue sur notre site, le www.alizé.com. Excellente soirée sur Alizé.